Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne encore une fois. Si vous me suivez, euh, vous connaissez le principe, hein, j'imagine maintenant. C'est la playlist de la semaine, donc je vais vous montrer quelques disques que j'ai joués. Oui, en fait cette fois-ci ces 2 dernières semaines. Euh, et sachez que si vous me suivez sur ma chaîne anglophone, Big Star 1000, que je ne montre jamais les mêmes disques. Par exemple, je viens de finir une vidéo là euh, pour ma chaîne anglophone. Je suis habillé pareil, vous verrez laquelle c'est. Et ben j'ai montré 20 disques complètement différents de ceux qui sont là. Donc si vous regardez cette chaîne et vous vous dites ça va être la même chose, c'est jamais la même chose. Et ça je le fais parce que je me dis bon bah ceux qui me regardent en anglais et en français, au moins si vous voulez regarder les deux vidéos, ça vous laisse de la matière. Cela dit, vous n'êtes pas obligé hein, parce que je sais pas si je me regarderai 2 fois d'affilée comme ça. Je sais pas si c'est tout à fait cohérent ce que je raconte ou intéressant, mais bon, c'est à vous d'en juger, hein. Comme d'habitude, je suis pas là pour m'auto-juger. Euh, donc je vais commencer avec... voilà, j'ai une pile de disques là. Je sais pas si je vais en parler correctement, mais on va commencer. Je vais commencer avec quelques disques de, on va dire, musique du monde. Je déteste ce terme hein, profondément, parce que ça veut rien dire. Mais bon, c'est pour vous décrire un peu la zone dans laquelle on va. Et j'ai commencé ce matin avec ce super disque de Roland Brival, Creole Gypsy, qui est sorti sur les disques Ismaa Productions. Enfin, l'original est sorti en 1980, ça c'est une réédition de 2001. Quoi qu'il en soit, je veux dire, moi je suis pas un snob non plus à ce point-là. C'est un super disque de fusion, de jazz, fusion, on va dire, mais avec un côté très, évidemment, bah, comme vous voyez, le titre c'est Creole Gypsy, donc Roland Brival c'est un chanteur, écrivain, je crois qu'il est même dramaturge, il me semble, qui vient de Fort-de-France, en Martinique, et il est encore, d'ailleurs, il est encore en vie, il a 74 ans. Et c'était son premier album en 1980, et donc c'est un album, oui, c'est vraiment du joli, du jazz fusion, mais avec un superbe côté martiniquais. Ouais, il y a une touche de zouk là-dedans, hein, c'est clair. Et il a collaboré d'ailleurs plus tard avec des groupes comme Kassav. C'est pas étonnant parce que bon, voilà, il y a quand même une patte là. Donc j'ai écouté ça ce matin, je me suis réécouté ça ce matin. Je l'ai depuis de nombreuses années. Et puis le truc qu'on sort jamais des étagères. Euh, voilà un autre beau disque. Donc c'est Antonio Carlos et Joe Caffi. Et l'album s'appelle Mudei de Idea. C'est un disque brésilien de bossa psychédélique, enfin de... Bon, on va dire ça de la MPB, de la musica popular brasileña, mais en fait, il y a un côté vraiment psyché, comme l'indique la couverture. Donc c'est un duo, ben bon, ils sont pas qu'en duo, ils ont un groupe derrière eux. Et puis, ouais, c'est de la musique qui pourrait être du folk, hein, sans les arrangements, mais ça, c'est très très psyché dans les arrangements. Je peux pas vous décrire ça en plus que ça, parce que vous pouvez l'écouter vous-même. Et il y a une réédition, ça c'est un original, mais il y a une réédition qui est disponible chez Mr. Bongo, si ça vous intéresse, et qui est vraiment abordable. Donc voilà, c'est un beau disque. Et puis je me suis écouté des fados, parce que moi j'adore, je suis allé au Portugal récemment, et puis enfin, j'adore ce son, c'est la mélancolie. En fait, le fado, c'est la quintessence de la mélancolie, à mon avis. C'est tellement. C'est une espèce de blues folk portugais qui vous met dans une espèce de transe. Enfin, pour moi, c'est le summum de la classe, le fado. Quand on écoute Amalia Rodriguez, la voix qu'elle a, on a l'impression qu'elle porte le désespoir du monde. C'est un peu comme Billie Holiday, on va dire, mais dans son style à elle. Donc, Fado 67, j'ai écouté ça. Et ma copine aime beaucoup le fado, puisque voilà, on est allé au Portugal récemment, on a vu des concerts de fado, elle adore ça. Donc c'est bien d'avoir des disques comme ça, comme on peut les partager. Des disques français maintenant, tiens. J'ai sorti le beau disque d'Isabelle Maillero, ça
Ça, c'est un must, moi, je pense, hein. C'est un disque, je pense, en France qu'on peut trouver pour que dalle, hein, on va dire, hein. C'est vraiment des disques pas chers. Mais alors, moi, je trouve que Isabelle Mayero, c'est vraiment du sous-estimé de chez sous-estimé. D'ailleurs, mon ami Dish 007, qui a fait un très beau live l'autre jour, d'ailleurs. Merci Dish. Je te remercie d'avoir. Enfin, j'ai pu participer parce que bon, j'étais dans le train en allant au boulot, quoi. Mais j'avais mes écouteurs et puis je suivais ton live, c'était excellent, quoi. Si tu nous regardes ici, bah oui, il adore ce disque aussi. Moi, je trouve que c'est un côté très Véronique Sanson. Alors, je dis pas ça de façon péjorative. J'adore les premiers albums de Véronique Sanson, Le Maudit. Le Maudit, c'est un album que j'adore absolument. Hollywood, il est génial. Ces albums de folk funk qui sont. C'est très sous-estimé parce qu'on pense à Véronique Sanson, tout de suite on se dit c'est la musique à papa, c'est craignos, c'est tout, mais en fait il y a des arrangements, enfin je veux dire, elle a vécu aux États-Unis, elle était mariée avec Steven Stills, elle a des arrangements de ouf. Et ça aussi c'est un truc de ouf. Pour moi c'est un super album. Et il y a une chanson là-dessus, Orange Bleu, qui a un côté très yacht rock, c'est très funky. Il y a des très beaux claviers. C'est super funky. Ah bah, Isabelle Mayero, mais je, je, je kiffe. Je parle comme un Jones maintenant. Euh, de l'autre côté du spectre, de l'arc-en-ciel, si on a Isabelle Mayero d'un côté, on a Catherine Ribeiro, mais alors complètement de l'autre. Encore que c'est pas. Bon, quand on a des gens comme Colette Mani et puis je sais pas moi, Mama Beate Kielski, si vous connaissez, ou on est quand même aussi de l'autre côté on est du côté un peu opprimé. Ils sont pas contents, hein, eux. C'est des pas contents. J'ai quasiment tous les albums de Ribeiro et Alp. En fait, non, je crois que je les ai tous même. Puis je les écoute pas assez, je me rends compte. Celui-ci avec son gatefold improbable. On ouvre ça, on se dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben oui, il y a une vache qui est en train de. Une vache électrique avec des tuyaux et puis des billets de 100 balles qui sortent. Enfin, on est dans un délire total. Catherine, mais qu'est-ce que tu as fait? Euh, donc, c'est un album de 1975 où Catherine Ribeiro crie sa rage. Effectivement, elle est enragée avec tout, avec le monde, avec la société. Elle déteste tout le monde. Et il faudrait écouter Poème non épique numéro 3. Je peux vous lire n'importe quelle strophe de ce truc. Elle est vénère. La gonzesse est vénère, ça c'est clair. Euh, voilà, des ouvriers matraqués par la police, ils occupent leur usine sur ville et HLM se tordent de douleur. Les UP se multiplient comme des rats. Les arbres disparaissent sous le béton, armés jusqu'aux dents. Les juifs, les nègres, les arabes, les gitans, les indiens, les sous-produits se multiplient minorités. Ouais, c'est- Voilà. Quoi. Mais c'est très bien, hein. Je critique pas du tout, hein, j'adore. Et dans un style plus détendu, plus funky, plus. Ça pourrait être un disque quasiment brésilien, quoi. Raconte-toi de Yves Simon, c'est la classe absolue. On a l'impression que c'est du folk funk complètement enfin c'est ça, c'est hyper sous-estimé, moi je trouve. C'était mon ami Christophe qui faisait des vidéos sur le YouTube Vinyl Community anglophone, hein, à l'époque, mais on est toujours en contact, hein, toujours, qui m'avait envoyé ce disque il y a des années et des années. Et je le rejoue assez souvent. Raconte-toi, les héros de Barbès, enfin c'est génialissime. Paris 75, la dernière chanson, génialissime. Yves Simon, c'est un type qui est, enfin je veux dire, c'est massif, enfin c'est juste, j'allais dire massivement sous-estimé, je parle en anglais là, massively. Mais non, c'est extrêmement sous-estimé. Alors je vais passer dans un autre style. Je vais parler de indie rock, de rock indé. Voilà un de mes albums préférés au monde. Yola Tango and Then Nothing Turned Itself Inside Out. C'est un album de 2000.
Donc Yo La Tengo, c'est un trio qui vient de Hoboken, une petite ville dans le New Jersey, pas loin de New York en fait. Et c'est Ara Kaplan et comment s'appelle la fille? Je sais plus leur nom. J'ai quasiment tous leurs albums et je sais jamais comment ils s'appellent. Oui, Georgia, Ara et James, ouais, les trois. Donc, moi je trouve qu'ils ont réussi à se renouveler tellement de fois. Pour moi, c'est un des groupes indé américains les plus importants. C'est un son qui, enfin, c'est entre l'indie pop, le post-rock. Enfin, ça, c'est très post-rock. Alors, si vous aimez les chansons qui planent, qui ont une texture bien à elles, qui ont une ambiance, une atmosphère, écoutez juste Everyday ou Our Way to Fall, les deux premières chansons, ou même Saturday. Alors là, vous avez des ambiances à tomber par terre. C'est du post-rock en fait, mais c'est du post-rock avec des paroles, quoi. On est dans c'est lancinant, c'est mélancolique, il y a un côté très. Voilà. Euh, Ça porte à la rêverie, quoi. C'est ça. Euh, de temps en temps, je me fais une petite Folie Smith. Bon, bah, The Queen is Dead, c'est un classique de chez classique. Je veux dire, on ne peut plus classique que ça. Ça, c'est un original en plus, ce qui est super. Il coûtait pas très cher à l'époque. Hein. C'était pas des disques. Pour moi, c'est un album parfait. Il n'y a pas une chanson qui traîne là-dessus. Je veux dire, c'est du génie absolu. Moi, je crois que Morrissey, il y a eu une citation de Noel Gallagher. Bon, moi, je suis pas fan d'Oasis, hein, il ne faut pas me jeter dans ce panier-là, mais il y avait une interview avec Noel Gallagher et il disait que euh, Morrissey is the most literate man to ever write pop music. Donc, l'homme le plus le plus lettré à avoir écrit de la pop, quoi. C'est Morrissey. Mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Avec Dylan, franchement, c'est la quintessence. La quintessence. Alors, deux albums australiens, parce que voilà, on habite ici, hein, on a montré des trucs. Alors voilà le groupe de garage punk des années 2000 d'Australie, dont vous avez certainement jamais entendu parler. Enfin, je sais pas, peut-être Esther connaît Eddie Current. Eddie Current Suppression Ring, c'est un groupe de Melbourne. Ils sont quatre. Et ils ont enregistré ça en 2007. Et ça s'appelle Primary Colors. Donc l'album est sorti en plusieurs couleurs, en rouge, en bleu, il me semble, en jaune. Donc moi j'ai le rouge. Et c'est génialissime. C'est un peu comme une version très garage des Who. On a un peu de Television, on a un peu je sais pas moi. Je sais pas quel groupe me viennent. C'est vraiment l'espèce de bouillon de rock classique en fait, mais fait à la sauce, voilà, euh, punk un peu dégueu quoi. Mais c'est un son, tu vois, c'est assez lo-fi enfin quand on écoute ça, mais moi je trouve que ça a pas vieilli une ride, ça a pas pris une ride, c'est génialissime. Écoutez Memory Lane ou je sais pas moi Color Television, où il y a des super chansons dessus. Enfin, c'est un album de rock australien des années 2000 qui est génialissime pour moi. Et ça, c'est un album de rock australien qui date de l'année dernière. Par contre, ça, c'est Eternal Dust. Poussière éternelle, si vous n'avez pas à lire. Et l'album s'appelle Spiritual Healers, Defense Lawyers. Voilà, c'est ça. Donc, des, euh, des, des guérisseurs spirituels et des avocats de défense. Et moi, j'ai été un peu captivé par la couverture de cet album quand je l'ai acheté l'année dernière. C'est intéressant parce qu'il est masterisé par Mikey Young. Et je crois que le Eddie Current Suppression Ring, il a été aussi masterisé. Ah non, pas celui-là. Normalement, ils ont Mikey Young qui masterise leurs albums. Donc, à, à plus de 10 ans d'écart, le même, mais c'était pas la même personne. Donc, Lulu, c'était un magasin de disques à Melbourne, qui est un magasin de disques indépendant que j'adore. Enfin, j'y vais pas très souvent, mais c'est super.
Et ils ont leur propre disque qu'ils font eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment un mélange entre les Cocteau Twins, The Cure, Bauhaus, Dead Can Dance. Enfin, c'est de la musique très gothique. Hein. C'est gothique et c'est en même temps un côté un peu Jesus and Mary Chain. Je pense que toutes ces influences-là sont là-dedans, quelque part. Mais bon, il y a un côté aussi original. Hein. Ils font leur truc quand même. Hein. C'est un garçon et une fille. Voilà. Ils sont de Sydney, il me semble. Euh, En regardant le live de Dish, l'autre coup, il a sorti le 45 tours de Cannes. Ça m'a donné envie de sortir AJ Bamiasi, c'est mon album. Bon, non, c'est mon album préféré à égalité avec Future Days. Et même, on parlait du single. Je sais pas si je vais le trouver. J'ai mes disques, mes 45 tours qui sont juste là. Non, mais en fait, c'est pas la peine parce que ça va me prendre 3 plombes pour le retrouver. Mais j'ai effectivement le single de Spoon. Il doit être là-dessous, je sais pas où. Euh, mais j'aurais dû y penser avant de commencer la vidéo. Mais ce disque-là, c'est un disque essentiel. Bon, pour moi, c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est un disque que tout le monde devrait avoir. Et je dis pas ça parce que parfois on dit souvent des trucs comme ça, et puis bon, c'est pas non plus. Ça n'engage rien. Enfin, ça ne nous engage à rien. Mais moi, je trouve que. Donc, Cannes, si vous connaissez pas, bon, c'est un groupe de Cologne. C'était un groupe de Cologne de ce qu'on appelle le krautrock, donc la musique allemande progressive des années 70. Et puis là-dessus, c'est que des classiques, je veux dire, entre euh, Pinch, One More Night, Sings One Song, enfin, Vitamin C, Spoon. Donc c'est le top, c'est le top du top. En parlant avec un pote en ligne, enfin, on discute sur WhatsApp, et puis il m'a rappelé que je devrais ressortir ce disque, et je l'ai ressorti effectivement. Anima de Tom York, donc c'est l'album solo de Tom York d'il y a peut-être 2 ans, que je trouve vraiment bien réussi personnellement. J'aime bien les atmosphères dessus. Il y a un côté très mystérieux, on a l'impression qu'il est dans la recherche de quelque chose qui le tracasse. Et tout l'album semble être une espèce de course pour trouver la solution, cette chose qui lui manque. Enfin, c'est pas un album heureux, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est jamais heureux hein, chez Tom York d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des chansons de Tom York qui sont heureuses. C'est toujours assez déprimé, mais moi je vous recommande l'écoute de cet album et je le trouve très réussi. The Eraser, il est très bien aussi, moi je trouve. Pardon, je viens de taper dans mon ordinateur. Et puis, puisqu'on est dans le domaine ambiant, j'ai sorti cet album de Santilli. Alors Santilli, c'est un artiste de Sydney, et puis il fait de l'ambiance. Enfin, lui, c'est vraiment son style musical, et puis vous voyez la pochette, ça vous dit tout. Hein. L'atmosphère, l'ambiance du petit matin, voilà, c'est vaporeux, on a l'impression qu'on s'éveille juste, une espèce de rêverie. Alors Santilli, il joue de tout, quoi, de la guitare acoustique, électrique, de la basse, du synthé, du séquenceur, enfin tout, de la batterie, du conga, du tabla, du kalimba, des petites clochettes, enfin tout, tout, tout. C'est un multi-instrumentiste de talent. Et cet album, je le trouve magnifiquement réussi. Oui, c'est de l'ambiance très calme, très méditative, ça vous amène oui, à une espèce de, c'est sorti il y a 3 4 ans, je pense, 2020 peut-être, quelque chose comme ça. Je vais faire un petit détour jazz et puis voilà, on va finir avec le jazz. Enfin, ce disque-là, c'est pas un disque de jazz à proprement dit, c'est un disque aussi d'ambiance, mais il est sorti sur ECM. Cello Organics, donc c'est donc Heinz Reber qui joue de l'orgue, d'église, on va dire, et puis Thomas de Manga qui joue du violoncelle. Alors ça a été enregistré en 1980 dans une église à Berne, en Suisse,
Et donc ça s'est sorti donc sur ACM, comme je vous l'ai dit. Ça donne un mélange qui est tellement magnifiquement abouti. Les deux instruments, c'est une improvisation en fait, mais c'est tellement homogène. Ça, on a l'impression que ce sont des vagues de sons qui rentrent l'une dans l'autre et pour finir qui aboutissent à une espèce de mer tranquille. Je sais pas si c'est une bonne description, mais je vous recommande cet album, mais vraiment, vraiment, vraiment chaudement. C'est un très très bel album, Chill Organics. Je sais pas si c'est vraiment trouvable. Moi j'étais à Dresde en Allemagne et puis je suis tombé dessus comme ça dans un bac pour une vingtaine d'euros. J'ai pas hésité parce que bon, c'est pas des disques que je vois souvent, surtout pas ici en Australie. Un super super disque de Keith Jarrett, The Survivor Suite. Moi je pense que c'est un des meilleurs du catalogue ICM de 1977 avec un super super line-up là, un groupe de ouf quoi. Keith Jarrett, Dewey Redman qui joue du saxophone, Charlie Hayden à la basse et Paul Motian qui joue de la batterie. Alors bon, c'est un quartet vraiment, je veux dire, c'est des tueurs quoi. Alors bon, voilà. Si vous connaissez pas, l'écouter, c'est vraiment du post-bop, vraiment très très élégant. Il y a rien à acheter. Et puis, puisqu'on reste sur ACM, alors voilà un autre album qui est super élégant, mais c'est la classe internationale, c'est Yellow Fields de Eberhard Weber. Pour moi, Eberhard Weber, c'est vraiment un des artistes qui définit le son de ACM. Et je crois que mon album favori de ACM de tous les temps, c'est The Colors of Chloe, qui est l'album qui précède, je pense, celui-là. Parce que c'est un album qui est tellement, c'est tellement unique dans son genre. Il y a un côté, c'est pareil, mélancolique, mais une espèce d'optimisme latent et une espèce on voit qu'il y a de la joie dans ce qu'il fait et la basse, son jeu de basse, enfin, c'est incomparable, je veux dire. Mais cet album, il est quasiment dans la même lignée, quoi, mais il n'est pas aussi bien, bien sûr, mais voilà, c'est très joli. 1976. Euh, j'ai écouté ce super album des Lounge Lizards. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est le groupe de John Lurie. Donc, c'est du free jazz, en fait, des années 80. Donc, 1981. Oui, donc, on a John Lurie, on a Arto Lindsay qui joue de la guitare là-dessus. C'est un groupe de free jazz absolument délirant des années 80. Je vous recommande cet album qui est leur premier album. Je vous recommande aussi leur troisième album avec le visage de John Lurie. Le nom de l'album m'échappe complètement maintenant, mais si vous connaissez le Land Jason, c'est vraiment la frontière entre le free jazz et puis la no wave, qui est, disons, espèce d'antithèse de la New Wave de New York au début des années 80, si vous connaissez Suicide, DNA, si vous connaissez Mars, si vous connaissez des groupes comme, enfin des artistes comme Craig Leon, on a une espèce de fusion entre ça et puis le jazz, et ça c'est les Lounge Lizards. Euh, voilà un autre album vraiment vraiment magnifique, excellent, que je vous recommande, mais alors de tout mon cœur. C'est un album qui est sorti sur le label Enja, qui est un label qui est affilié à ACM. Euh, Hannibal Marvin Peterson, donc c'est un trompettiste américain, mais alors de haute voltige, hein, pour moi c'est un des meilleurs. Et là il a un groupe qui comprend la flûte, du sax, un de mes instruments préférés, le violoncelle, de la basse et de la batterie, et notamment sur la piste numéro 2, Swing Low Sweet Chariot, qui dure 20 minutes. Il y a un super solo de violoncelle. Enfin, c'est un album de free complètement dément, et je pense que c'est pas cher, c'est trouvable, et c'est génial ici. Moi, je l'ai pêché pour pas très cher quand je l'avais acheté. Je pense que c'est trouvable. Un petit, comme on dit en anglais, shout out, un petit salut à mon pote Cédric, qui me regardera certainement, hein. Il est venu me rendre visite pour la première fois ici il y a 2 semaines. Et quand il est venu, il a acheté cet album parce qu'il le cherchait partout. Et ça m'a fait le sortir.
Donc ça, c'est effectivement Didi Bridgewater. Ça, c'est un album classique de jazz vocal. Enfin, je veux dire, c'est un must absolu, quoi, effectivement. Et donc Didi Bridgewater qui chante magnifiquement. Bon, bah, si vous aimez le jazz vocal, c'est quand même particulier. Il faut vraiment aimer ça. Mais moi, je trouve que il y a presque pas besoin d'aimer le jazz vocal pour aimer ça. C'est tellement classe. Enfin, c'est la classe absolue, quoi. C'est sur Bridgewater qui fait de la trompette, Ron Bridgewater, Roland Hanna qui joue du piano électrique, alors ça c'est génialissime, et Motohiko Hino, le frère de Teresa Mahino, qui joue de la batterie, et je parle de Teresa Mahino parce que je vais en parler dans une minute. Alors c'est un album, c'est un grand classique qui était sorti juste au Japon. Donc on va parler de Teresa Mahino pendant que je suis là. Donc j'ai sorti deux albums avec Teresa Mahino. Donc cet album de Al Galper, qui est le pianiste. Là-dessus, on a Teresa Mahino là, qui joue de la trompette. Teresa Mahino, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment le Miles Davis japonais, 100%. C'était son idole, il adorait Miles Davis, il le vénérait et il joue comme lui, quoi, à peu de choses près. Donc, si vous avez épuisé tous les disques de Miles, vous écoutez quelque chose de nouveau. Teresa Mahino, c'est un album aussi sur Enja, pareil. Génialissime, du bebop, du post-bop absolument délirant. Puisqu'on est dans Teresa Mahino, voici une réédition qui vient de ressortir il n'y a pas très longtemps. Ça, c'était un monstre d'album. C'est un monstre. C'était un monstre absolu. Ça s'appelle Reminiscence Suite. Je sais pas si la caméra va le montrer. Avec Mar Waldron qui joue du piano et Teresa Mahino qui joue de la trompette. Et voilà les deux génies de la musique, hein, on va dire. Et ça a été réédité sur BBE. Voilà. Et ça, c'est un album c'est un must du jazz japonais. Enfin, c'est une tuerie le truc. Voilà, les oiseaux, la couverture avec les oiseaux, ça vous dit tout, quoi. Ça explose de tous les coins. C'est une explosion musicale absolue. Et puis le dernier que je vais vous montrer pour aujourd'hui, hein, parce que je ne peux pas vous montrer 50 000 disques. C'est un disque de l'année dernière, hein, qui est très très bien, moi je trouve, mais un peu surévalué à mon avis, un peu surestimé. C'est le Youssef Days, Black Classical Music. Je pense que ça devrait faire un disque seulement. C'est un double. Si c'était un disque, ce serait un classique absolu, absolu. Mais vu que c'était un double, puis il y a quelques chansons qui puent un peu. Enfin bon, pas qui puent, mais qui sont moyennes, quoi. Il y a des super, super chansons dessus. Et après, il y a des autres qui sont un peu... Bon, alors, Youssef Days, il fait partie de la scène londonienne, du jazz récent. Donc, on a Tom Misch, qui est aussi un batteur, pareil, de Londres. Shabaka Hutchins, que j'espère que tout le monde connaît, je pense. Enfin, il y a plein de pointures, quoi, de la scène jazz anglaise là-dessus, hein. Black Classical Music, c'est sorti en 2023 et c'est un des albums de l'année. Enfin, certains disent. Pour moi, c'est un très bon album. Mais bon, est-ce que c'est mon album de l'année? Peut-être pas. Donc voilà, chère petite communauté de 200 et quelques personnes, j'espère que vous avez aimé mes idioties sur les disques. Voilà, parlez-moi, laissez-moi des messages, je réponds à tout le monde, en vrai.